Chapitre 11. Les fugitifs. Targ dormait encore lorsqu'on lui toucha l'épaule. Comme il ouvrait les yeux, il vit sa sœur Arva, toute pâle, qui le regardait. C'était le signe certain d'un malheur. Il se dressa d'un bond. « Que se passe-t-il » ?« Des choses redoutables, » répondit la jeune femme. « Tu sais qu'il y a eu cette nuit un tremblement de terre, puisque c'est toi-même qui l'as signalé. » Une secousse très légère, si légère que personne à part toi ne s'en était aperçu, mais ses suites sont terribles. L'eau du grand réservoir a disparu, et le réservoir du sud a 3 grandes fissures. Targ était devenu aussi pâle qu'Arva. Il dit rauque. « On n'a donc pas vérifié les niveaux ?» « Si, jusqu'au matin, les niveaux n'ont pas varié. Au matin seulement, le grand réservoir s'est brusquement effondré. En 10 minutes, l'eau était perdue. Dans le réservoir du sud, les fissures se sont déclarées il y a une demi-heure. On pourra tout au plus sauver le tiers du contenu. » Targ avait la tête basse, les épaules rentrées. Il était comme un homme qui va s'écrouler, et il murmura plein d'horreur. Est-ce enfin la mort des hommes ? La catastrophe était complète. Comme on avait épuisé pour les besoins de l'oasis tous les réservoirs de granit, hors ceux que venait de frapper l'accident, il ne restait d'eau que celle qu'on tenait dans les bassins d'Arcom. Elle suffirait à désaltérer 500 ou 600 créatures humaines pendant une année. Le Grand Conseil se réunit. Ce fut une assemblée glaciale et presque taciturne. Les hommes qui la composaient, à part Targ, étaient parvenus à l'état de résignation parfaite. Il n'y eut guère de délibération, rien que la lecture des lois et un calcul basé sur des données invariables. Aussi les résolutions furent-elles simples, nettes, impitoyables. Rem, grand chef des eaux, les résuma. La population des terres rouges se monte encore à 7000 habitants. 6000 doivent aujourd'hui même se soumettre à l'euthanasie. 500 mourront avant la fin du mois. Les autres décroîtront de semaine en semaine, de manière à ce que 50 humains puissent se maintenir jusqu'à la fin de la 5e année. Si alors des eaux nouvelles ne sont pas découvertes, ce sera la fin des hommes. L'assemblée écoutait, impassible. Toute réflexion était vaine. Une fatalité incommensurable enveloppait les âmes. Et Rem dit encore « Les hommes et les femmes ayant dépassé 40 ans ne doivent pas survivre. À part 50, tous accepteront l'euthanasie aujourd'hui même. Pour les enfants, 9 familles sur 10 n'en conserveront point. Les autres en garderont un seul. Le choix des adultes est fixé d'avance. Nous n'aurons qu'à consulter les listes de structures. » Une faible émotion agita l'assemblée, puis les têtes s'inclinèrent en signe de soumission, et la foule du dehors, à qui les ondifères avaient communiqué la délibération, se taisait. À peine si quelque mélancolie assombrissait les plus jeunes. Mais Targ ne se résignait point. Il rejoignit d'un élan sa demeure où Arva et Héré l'attendaient déjà frémissante. Elle tenait contre elle leurs enfants. L'émotion les soulevait, l'émotion jeune et tenace, source de l'antique vie et des vastes avenirs. Près d'elle, Mano rêvassait. Leur trouble ne l'avait surpris qu'une minute. Le fatalisme était sur ses épaules comme un roc. À la vue de Targ, Arva s'écria. « Je ne veux pas, je ne veux pas, nous ne mourrons pas ainsi. »« Tu as raison, » répliqua Targ, « nous tiendrons tête à l'infortune. » Mano sortit de sa torpeur pour dire « Et que ferez-vous ? La mort est plus proche que si nous avions 100 ans de vie. »« N'importe » cria Targ, « nous partirons. »« La terre est vide pour les hommes, » fit encore Mano. « Elle vous tuera dans la douleur. Ici, du moins, la fin sera douce. » Targ ne l'écoutait plus. L'urgence de l'action l'absorbait. Il fallait fuir avant le milieu du jour, l'heure fixée pour le sacrifice. Ayant visité avec Arva les planeurs et les motrices, il fit son choix, puis il répartit entre les appareils la provision d'eau et les vivres qu'il avait en réserve, tandis qu'Arva emmagasinait l'énergie. Leur travail fut prompt,
Avant 9 heures, tout était prêt. Il retrouva Manot toujours plongé dans sa torpeur et Héret qui avait rassemblé les vêtements utiles. « Manot, dit-il en touchant l'épaule de son beau-frère, nous allons partir, viens. » Manot haussa lentement les épaules. « Je ne veux pas périr dans le désert, » déclara-t-il. Arva se jeta sur lui et l'étreignit de toute sa tendresse. Un peu de son ancien amour réchauffa l'homme, mais tout de suite ressaisi par l'inévitable. « Je ne veux pas, » dit-il. Tous le supplièrent, longtemps. Targue essaya même de l'entraîner de vive force. Manot résistait avec la puissance invincible de l'inertie. Comme l'heure avançait, on déchargea de ses provisions le 4e planeur, et, après une prière suprême, Targue donna le signal du départ. Les avions s'élevèrent dans le soleil. Arva jeta un long regard sur la demeure où son compagnon attendait l'euthanasie, puis, secouée de sanglots, elle scia sur les solitudes sans bornes.